L'ambiance est sombre, gothique. Un décor à l'esthétique romantique, fait de paysages embrumés et sauvages, enveloppe le lecteur de mystère. Nous sommes à la fin du XVIIe siècle, en Norvège. Une légende hante les plaines nordiques, celle d'un être monstrueux, presque diabolique, Anne d'Islande. Victor Hugo publie Anne d'Islande en 1823. C'est son premier roman publié, une œuvre fortement influencée par les romans historiques et dramatiques de Walter Scott, qui annoncent déjà les grandes obsessions romantiques de l'auteur. Une brume ténébreuse coiffe la tour de Munkelman. À l'intérieur, un homme est fait prisonnier, Shoemaker, ancien comte de Gryffindel, tombé en disgrâce. Un complot menace sa vie ainsi que celle de sa fille. Un jeune homme ordinaire, fils du vice-roi de Norvège, décide de lui venir en aide. Pour sauver Shoemaker et déjouer le complot, il doit retrouver un coffre de fer contenant des preuves de son innocence. Mais ce coffre est entre les mains d'un être que tous redoutent, Anne. Dans la première partie du roman, Anne est presque absent. Il plane comme une rumeur, comme une ombre, une présence invisible qui traverse les brumes norvégiennes. On ne le croise que tardivement, et c'est précisément ce qui renforce son pouvoir mythique. Lorsque Victor Hugo écrit Anne d'Islande, il n'a que 20 ou 21 ans. C'est une œuvre de jeunesse, écrite par un jeune homme encore dans le besoin, ambitieux, affamé de reconnaissance. Il écrit, selon ses propres mots, dans un cahier, cette phrase devenue célèbre lorsqu'il était enfant: « Je veux être Chateaubriand ou rien ». À cette époque, Hugo connaît surtout un succès d'estime. Il a reçu un prix de l'Académie des Jeux Floraux de Toulouse et reçoit une pension accordée par Louis XVIII, difficile à percevoir, mais suffisante pour nourrir un espoir, celui de vivre de sa plume. Il est aussi secrètement épris d'Adèle Fouché, amour contrarié par sa mère. Et l'on peut sans doute voir un écho de cette tension dans la relation entre Ordener et Ethel, faite de pureté, d'obstacles et de fatalité. Jean Cocteau disait de Victor Hugo qu'il était un fou qui se prenait pour Victor Hugo. Avec Anne d'Islande, nous assistons précisément à la naissance de cette folie créatrice. Hugo n'a encore publié qu'un recueil de poèmes, odes et poésies diverses. Il n'est pas encore le chef de file du romantisme. La bataille d'Hernani n'a pas encore eu lieu. La préface de Cromwell, véritable manifeste romantique, n'est pas encore écrite. Et pourtant, tout est là. La monstruosité, ce goût pour ce thème d'abord, à travers Anne, figure quasi démoniaque, connue seulement par les rumeurs. Il vit reclus, dans une grotte. On dit qu'il boit le sang des êtres humains, de ses victimes. Son unique compagnon est un ours, symbole de sa force animale. Anne semble appartenir à un monde surnaturel sans que le roman ne bascule jamais totalement dans le fantastique. C'est ce flottement qui rend le livre si fascinant. En réalité, Anne n'est pas un géant, sa monstruosité est surtout intérieure. Il porte en lui une blessure irréparable, la mort de son fils. Il conserve le crâne de ce dernier à sa ceinture et il boit le sang de ses ennemis, comme pour défier l'humanité entière. Le monstre hugolien naît ici. Il reviendra plus tard, sous d'autres formes, Quasimodo, que l'on connaît tous dans Notre-Dame de Paris, ou Gwynplaine dans L'Homme qui rit. Mais Anne n'est pas le seul monstre du roman. Il y a aussi le bourreau, Nicole Orugix, un monstre civilisé. Il applique la justice sans compassion, sans humanité. À travers lui, Hugo esquisse déjà un combat qui deviendra central dans son œuvre, celui de la lutte contre la peine de mort. Cette révolte trouve son origine dans une scène réelle. À 16 ans, Victor assiste au marquage au fer rouge d'une femme accusée de vol.
Ce choc ne le quittera jamais. De Anne d'Islande au dernier jour d'un condamné, puis au Misérable, le fil est déjà tendu. On a reproché à ce roman son manichéisme, ses personnages parfois excessifs, son souffle parfois inégal. C'est vrai, Anne d'Islande est une œuvre de jeunesse, mais une œuvre de jeunesse écrite avec une intensité rare. Le roman est profondément prenant. Il emporte le lecteur dans une atmosphère sombre, violente, envoûtante, dont on a du mal à se détacher. On y sent une imagination en ébullition, une énergie presque sauvage, déjà tendue vers le grand souffle romantique. Anne d'Islande n'est pas un simple exercice d'apprentissage, c'est un roman habité, un livre traversé par des obsessions fortes, la monstruosité, l'injustice, la fatalité, le hasard, la douleur intime. Autant de thèmes qui irrigueront toute l'œuvre future de Victor Hugo. On y reconnaît déjà sa vision de l'âme humaine, tourmentée, contradictoire, déchirée entre l'ombre et la lumière. Sa capacité à faire naître des figures inoubliables, même imparfaites. Sa manière unique de charger le récit de tensions morales et symboliques est passionnante. Victor écrit d'ailleurs « Quand l'âme est triste, les spectacles mélancoliques lui plaisent. Elle les rembrunit de toute sa tristesse. » Ou encore « À travers les temps et les espaces, les âmes ont quelquefois des correspondances mystérieuses. » Enfin, une raison profonde se dévoile souvent dans ce que les hommes nomment hasard. On y reconnaît vraiment la patte de Victor Hugo, ce que l'on retrouvera dans certains de ses grands livres plus tard. Avec Anne d'Islande, nous ne sommes peut-être pas encore face à un chef-d'œuvre pleinement accompli, mais nous sommes déjà face à un roman vivant, intense, captivant. Un livre qui se lit avec plaisir, avec curiosité, avec fascination. Surtout, nous assistons à un moment rare, celui où un jeune écrivain, à peine sorti de l'adolescence, commence à devenir Victor Hugo. Et pour cela, et pour le plus grand plaisir sombre qu'il procure, Anne d'Islande mérite pleinement d'être lu.